Alors on a parlé là à l'instant justement d'énergie, on va en reparler un peu là puisque vous allez comprendre le thème focus sur les nouvelles mobilités avec Paul-Adrien Cormeret. Bonjour. Paul, merci d'être avec nous, CEO de Pony, et puis Charles Kabinic, bonjour, parce qu'on n'arrête pas de te croiser toute la journée. Green Aerolyse, justement, on va parler de cet avion de transport de passagers, un avion plus vert, on va comprendre tout ça avec toi. Démarrons, le slide, allons-y, démarrons avec toi, Charles. L'aéronautique de demain, ça va ressembler à quoi? Marche pas? Vas-y. L'aviation de demain, en fait, ça va sans doute pas ressembler au petit avion qu'on a vu, mais celui-là, il vole déjà. C'est un avion électrique, 2 places, qui est 100% électrique, qui vole pendant 1h10 et qui équipe d'ores et déjà une trentaine d'aéroclubs et d'écoles de formation en Europe, grâce à Green Aerolyse en l'occurrence, et un constructeur européen. Alors pour une fois, en plus, qu'on est les premiers au monde à réussir à certifier quelque chose, on a été plus rapide d'un point de vue administratif, plus rapide d'un point de vue technologique. Les Américains n'ont toujours pas d'avion électrique. L'aérien, on était quand même les premiers, même au tout début. Après, on s'est un peu fait rattraper, mais voilà. Aujourd'hui, on reste quand même dans les bons. Alors, pour la petite histoire, Pipistrel, qui est le constructeur de cet avion, est slovène, construit cet avion en Italie et vient d'être acheté par un constructeur américain, parce qu'ils voulaient récupérer leur retard technologique. Alors c'est quoi justement un avion décarboné, donc moteur électrique? Alors là, pour l'instant, on est 2 passagers. On verra quelle pourrait être l'évolution de ces appareils, mais voilà, on en est où aujourd'hui de la technologie en fait, on voit que, si on peut revenir sur le slide d'avant, c'est intéressant, on voit qu'on nous promet de l'avion décarboné, hydrogène, sur les gros porteurs. Tout le monde parle de ça, sauf que la réalité, c'est que ça, c'est pas avant 2035, 2040. Et c'est sans doute pas pour les avions de plus de 100 places. Oui. Pourquoi? Parce que les avions de plus de 100 places, il faut qu'ils soient transatlantiques. Et on sait que la densité d'hydrogène ne permet pas, sur un avion, de traverser l'Atlantique. Par contre, à très court terme, on va avoir des avions de transport régional, électriques ou hybrides, qui vont sortir. Quand on dit très court terme, c'est 2024. Donc c'est après-demain. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'il y a une opportunité incroyable. Alors, moi, ma marotte avec Renan, c'est le désenclavement et c'est les territoires. Et il y a une opportunité incroyable pour nos territoires de désenclavement, de pouvoir faire des vols région-région et région-Europe. On a 400 aérodromes en France. C'est un actif. Oui, on a un maillage assez fort. Oui. Magnifique. Et avec ce type d'avion, l'avion va être le moyen le plus écologique de déplacement. Et en fait, en 2 secondes, quand je dis ça, on pense que ça provoque, mais pas du tout. Quand vous faites du train, alors tout le monde dit le train, ok, c'est électrique, ça pollue pas. La réalité, c'est qu'on fait des voies en sous le train. On fait du ballast, on fait de la ferraille. On fabrique le train. On va jusqu'à la gare. Et on fait des gares, etc. C'est beaucoup d'infrastructures. Et c'est surtout très centralisateur. Le train, c'est le jacobinisme total. C'est Paris au centre de la France et tout le monde va à Paris. Là, avec ça, on change complètement de format, puisqu'il vous faut 400 mètres ou 500 mètres de ruban, de goudron, c'est à peu près rien. Vous êtes tout le temps en ligne droite, et quand vous êtes en altitude, vous consommez plus rien, puisqu'en fait, vous avez beaucoup moins de frottement dans l'air, etc. Donc là, le pari qu'on fait, c'est se dire, on a entre les mains un actif qui va permettre d'avoir un mode de transport extrêmement écologique et qui va donner sa chance aux villes de seconde taille, des Quimper, des Lannion, des Lorient, etc., qui auront les mêmes atouts que les grandes villes pour se déplacer. Et puis on parle des passagers, mais ça peut aussi du fret ou de livraison d'urgence. Enfin, on peut imaginer dans le domaine de la santé. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être imaginées de ce côté-là. Alors c'est d'ores et déjà le cas, parce qu'en fait, UPS et un autre gros affréteur de fret a déjà précommandé une 50aine d'avions électriques et hydrogène pour faire du fret de nuit partout en Europe et partout aux États-Unis. Alors, on reviendra sur cet avion plus vert, Charles. Paul-Adrien, donc Pony, on est dans la mobilité, alors ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité douce, c'est ça? Exactement. Donc Pony, on est un service de vélo et de trottinette partagé participatif. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie des flottes de vélos et de trottinettes dans des rues de villes partenaires avec lesquelles on travaille, qui ensuite peuvent être louées par n'importe qui au moyen d'une application mobile. Donc vous allez télécharger l'application sur l'App Store, le Play Store, vous pouvez le faire tout de suite. Vous allez voir tous les véhicules qui sont en fait à disposition à proximité. Vous scannez le véhicule, vous vous déplacez et en fait à la fin du trajet,
vous terminez votre location et voilà, vous avez fini votre trajet. Donc ça, c'est un peu la proposition de service un peu de base. De base, voilà. C'est ça. Et l'innovation de Pony, c'est une vraie réflexion sur la place de ces nouvelles mobilités en ville et la place aussi dans la société, le modèle en fait social autour de ces mobilités. Et on le fait du coup avec un modèle d'affaires qui est un peu unique, qui est un modèle participatif. Concrètement, quand vous allez louer un vélo ou une trottinette, elle appartiendra dans la plupart des cas pas à Pony, elle appartiendra à un habitant de la ville en question dans laquelle vous êtes, qui a investi, en fait, qui a acheté ce vélo ou cette trottinette. Donc on appelle ça, nous, dans notre langage, adopte un Pony. Donc il l'a adopté, qui en est propriétaire, qui lui donne un petit nom. Donc par exemple, Frédéric, vous achetez un vélo, vous l'appelez... Je vais l'appeler Charlie. Charlie. Donc Charles, ça sera bizarre, vous allez louer ce vélo Charlie. On va vous dire, voilà, c'est Charlie, c'est le vélo de Frédéric. Il a déjà fait 2 trajets aujourd'hui. S'il y a quoi que ce soit, dites-nous pour qu'on puisse intervenir. Vous allez recevoir une notification. Et c'est pas forcément moi qui l'utilise. Je peux le personnaliser, mais c'est pas forcément moi qui l'utilise. Ouais, c'est ça, exactement. L'idée, c'est vraiment vous le laisser en partage à disposition de vos voisins, de la communauté. Et l'idée, c'est plutôt que chacun achète son vélo. En fait, on achète une flotte partagée et on a accès finalement à tous les autres véhicules de la flotte. Est-ce qu'on va y arriver à ça? Parce qu'on a déjà du mal à partager sa voiture. Ouais. Son vélo, alors oui, il y a tout. Bon, je parle Vélib pour Paris, mais enfin, il y a toutes les grandes villes ont aujourd'hui ce type de service. Bon, ça commence à prendre, mais si on achète un vélo, concrètement, on a quand même envie de l'utiliser. Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur de dire, OK, je l'achète, c'est pas moi qui l'utilise, mais c'est un investissement. Ouais, c'est exactement. En fait, c'est vraiment des véhicules qui sont conçus entièrement pour le partage, et donc les gens les achètent vraiment dans l'optique de créer cette mobilité partagée. Et donc, on l'achète, on s'en occupe pas. C'est vraiment nous qui assurons Pony toute la gestion, la maintenance, la logistique, le déplacement, la recharge. Tu as un rendement en face. Exactement. Et l'idée, c'est les gens, ils vont le faire pour plusieurs raisons. Parce qu'ils sont utilisateurs réguliers du service, ça coûte assez cher. Donc, ils se disent, finalement, pourquoi pas acheter un véhicule, ça va me faire baisser mes factures. Oui, c'est ça. C'est que si on commence à regarder son business plan... Il y a des gens qui le font pour des raisons un peu des convictions, qui se disent, moi, je pense que c'est important d'avoir du vélo dans ma ville. Tout le monde pense à Vélib en se disant que c'est super Vélib. Et Vélib, c'est super. Mais il n'y a qu'à Paris qu'il y a Vélib. Et c'est vrai que dans beaucoup de villes en France, on n'est pas du tout équipé avec des propositions de mobilité douce. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent à lancer ça autour de chez eux. Et après, c'est vrai qu'il y a des gens qui le font finalement comme un petit investissement financier. Et dans une ville qui marche bien, les rendements sont assez... puis après, il peut y avoir un petit côté un peu plus responsable aussi. On se dit, si on participe, quand on voit l'état de certains vélos en accès libre, on se dit, bon, tiens, si les gens étaient un peu plus... j'entends le responsable côté vert, mais aussi responsable personnel, des façons dont on traite les affaires. C'est vrai qu'il y a peut-être cet effet-là aussi qui peut être... C'est exactement un bon point. C'est une des raisons qui nous a amené à ce modèle d'affaires. Pourquoi on en est arrivé là ? C'était vraiment la logique de se dire OK, il y a un besoin en fait pour ces vélos, ces trottinettes partagées. Le besoin il est immédiat. Je vais te donner une anecdote. On a lancé notre première ville en Bretagne avant-hier, donc c'est tout nouveau, c'est Lorient, avec une flotte de tests vraiment en phase pilote finalement assez restreinte. Malgré tout, on a eu plus de 1000 téléchargements sur les 36 premières heures et avec un succès qui était immédiat. Donc on voit que finalement il y a ce besoin, il y a cette demande. Par contre, la question c'est comment on fait pour que ces services ils soient viables dans la durée. Pour ça, il faut plusieurs choses. Il faut que les gens acceptent le service. Il faut que sur chaque trajet ils le respectent. Et en fait, on voyait bien que le modèle traditionnel de se dire je suis une énorme entreprise américaine ou chinoise, je vais lever de l'argent sans compter et on va aller jeter ça un peu partout. On voyait bien que ça ne fonctionnait pas. On avait finalement des durées de vie de véhicules qui n'étaient pas du tout au niveau. Et la question, ça a été comment on adresse tout ça. Et bien finalement, en faisant que l'usager soit finalement aussi quelque part le propriétaire, soit directement, soit par un proche qui connaît, qui voilà. Et l'impact est assez significatif. On voit quasiment une division par 3 des sujets de vandalisme, et ça a eu un impact énorme sur l'équilibre du modèle. L'un comme l'autre, je démarre avec Charles. La complémentarité, avec les autres modes de transport, là, quand on a cet avion électrique, cet avion hydrogène futur. Ouais, elle est indispensable parce que l'intermodalité, on voit bien que c'est ça le sujet principal
de demain. L'avion et la trottinette, ça marche d'ailleurs très bien, parce que typiquement, c'est très facile de mettre une trottinette dans un avion, de partir et de repartir avec sa trottinette. Mais globalement, on le voit aussi avec le train. Moi, j'ai lancé une ligne avec Finistère, Rennes-Belle-Île, pardon. Rennes-Belle-Île, c'est bien en soi, mais le Parisien qui va venir de Paris à Rennes, il va arriver à la gare, et donc aujourd'hui, on n'a rien organisé comme intermodalité entre le train et l'avion. Et c'est vrai que globalement, il ne s'agit pas de dire qu'il y a un moyen de transport qui est adapté. De toute façon, on en aura besoin de tous. Il n'y a pas le train contre la voiture, contre l'avion, c'est chacun adapté à un besoin de déplacement. Et c'est vrai aussi pour les avions, on a besoin d'avions de petite taille, de grande taille, de moyenne taille. Est-ce que ça veut dire, là aussi, c'est le premier pas vers les avions on sait qu'on va commencer à avoir des drones, drones ou petits avions autonomes sur des courtes distances. On va avoir les premiers tests JO 2024 entre Paris et aéroport. Là, on monte à 2, il y a plus de pilote. Enfin, il y aura encore un pilote pour des heures de réglementation, mais il n'y a plus rien. De toute façon, il n'y a pas de manche. Donc, Alors, sur ce qu'on appelle les VTOL, c'est-à-dire les Vertical Take-Off Landing, effectivement, on imagine des modules 100% autonomes sur des trajets prédéfinis. Et ça pourrait arriver plus vite que prévu. Ouais. En tout cas, sur des trajets fixes. Moi, je me souviens, dans les années 90, quand est sorti l'Orlyval, il y avait des manifs où les gens disaient je ne monterai jamais dans un train qui n'a pas de chauffeur. Aujourd'hui, ils ne savent même pas qu'il n'y a pas de chauffeur dans l'Orlyval ou dans le métro à Paris. Dans l'avion, c'est pareil. Aujourd'hui, tout le monde n'arrête pas de dire je ne monterai jamais dans un avion qui n'a pas de pilote. La réalité, c'est que le pilote dans un avion, il fait rien aujourd'hui, ou quasiment rien. Chez Air France, par exemple, la consigne, c'est quand il y a du brouillard à Brest, qui n'arrive jamais, mais si jamais ça arrivait éventuellement, le pilote a obligation de croiser les bras et de regarder son avion se poser tout seul en auto-landing. Donc on est déjà prêt technologiquement. Sur les petits avions, Garmin a monté un système qui permet d'avoir un bouton d'emergency. On appuie sur un bouton rouge et l'avion il va se poser tout seul sur l'aéroport le plus proche. Il s'occupe. On y est déjà. Et ça va permettre de réellement, dans les villes, créer des choses. C'est la réglementation qui va être le frein, mais ça, je pense que l'Europe a envie d'avancer. 2-3 questions, mais qui me demandent peut-être des précisions. Paul-Adrien, alors, réponse rapide. Le modèle économique, le taux de rendement, combien coûte l'achat d'un vélo ou d'une trottinette ? Voilà, donc on va direct dans le dur. On voit qu'on a une audience. Du coup, le modèle économique, il est simple, c'est de se dire, en fait, finalement, au lieu de nous financer les actifs, ce qui est finalement un des gros sujets d'un business comme le nôtre, qui est asset heavy, où concrètement on loue des véhicules, donc il faut les acheter, les exploiter et rembourser. Avec notre modèle participatif, finalement, ça règle quand même un des gros sujets qui est le financement de l'asset. Donc l'impact, il est assez clair sur la scalabilité du business. Et nous, après, derrière, en gros, sur chaque revenu, sur chaque trajet, on fait 50-50 entre le propriétaire et nous. Nous, sur les 50% qu'on récupère, notre objectif, c'est de s'assurer que nos coûts d'exploitation ne dépassent pas ce chiffre-là. Et le coût d'un vélo, alors ? Le coût d'un vélo, d'une trottinette ? Alors, on ne peut pas les choisir, c'est déjà vous, ce sont les modèles qui ont été choisis par Pony. Ouais, alors c'est des modèles que l'on fabrique. Nous, on est fabricant de vélos, en fait. D'ailleurs, on a un super vélo qui est le premier vélo 2 places fait pour le partage, ce qu'on appelle un long tail. Donc, c'est vraiment des véhicules qui sont différents d'un vélo personnel parce que, du coup, par exemple, à chaque trajet, la personne commence par ajuster la hauteur de la selle. Donc, déjà, il faut une poignée qui n'est pas la même que celle que vous auriez sur votre vélo. Donc, c'est vraiment des véhicules qui sont conçus pour. Aujourd'hui, une trottinette, c'est à peu près autour de 1 000 euros. Un vélo, c'est autour de 300-350 euros. Et un vélo électrique, c'est autour de 2 000 euros. Voilà. C'est des véhicules qui sont dédiés au partage. Et après, il y a la question du rendement. Réellement, c'est fonction de chaque ville. C'est-à-dire, ce que nous, on fait, c'est de vous permettre aux habitants d'une ville de participer au développement de la mobilité durable dans leur ville. On achète un véhicule. Après, en fonction de l'usage, s'il est très utilisé, ça peut rapporter pas mal. S'il l'est moins, ça se rembourse sur plus longtemps. Voilà. Et dernière question, Charles, sur le modèle économique, est-ce qu'on arrivera à des prix de billets qui seront les mêmes qu'avions classiques pour les petits porteurs de 100 passagers, par exemple ? Alors, en fait, normalement, on devrait réussir à faire baisser le coût moyen des billets parce que le coût d'exploitation devient un coût marginal. Les batteries sont en train de faire des progrès monumentaux. Nous, entre le début du projet et maintenant, le nombre de cycles de vie des batteries a été multiplié par 3.
Donc ça veut dire que le changement, le recyclage des batteries intervient beaucoup moins souvent, et on estime qu'on va devoir pouvoir faire une économie entre 30 et 40% sur le coût d'opération de l'avion. Donc ça devrait permettre de faire baisser les billets, ça devrait permettre de faire des avions taxis, c'est-à-dire des navettes qui tournent toute la journée. Si on fait du Brest-Ouessant ou demain du Belle-Île, toute la journée non-stop, et le coût marginal d'exploitation est très faible. Donc Web West Festival en 2025, la navette, elle se fait en avion entre Brest et... Alors ça, je voudrais bien, si on peut faire ça, là, Sarnan, c'est ça. tenu. Sarnan, ça arrangera plus, Sébastien. Merci à tous les deux, on peut les applaudir. Paul-Adrien Cormeret de Pony et Charles Kabilik, Green Aerolyse. Et puis encore beaucoup de choses. On n'a parlé que de ce projet-là, mais on aurait pu en parler de beaucoup d'autres. Sébastien, je te laisse la main pour le dernier, hein, c'est ça, Startup Tremplin.